Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la vie fixée des plantes. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de l'appareil végétatif avec les feuilles et les racines et on a vu comment cet appareil végétatif était adapté aux contraintes imposées par la vie fixée. Une autre fonction qui est importante chez les organismes vivants, c'est la reproduction. On va donc parler de reproduction chez les angiospermes. Généralement, chez les angiospermes, il y a deux types de reproduction. Une reproduction asexuée, qui ne fait donc pas intervenir de fécondation. C'est un mode de reproduction qu'on appelle aussi la multiplication végétative, qui est très efficace, qui va permettre aux végétaux d'envahir rapidement un milieu. C'est par exemple ce qui se passe quand on a un fraisier qui utilise une tige rampante qu'on appelle un stolon pour envahir un milieu. Mais nous, aujourd'hui, on ne parlera pas de reproduction asexuée. On s'intéressera à la reproduction sexuée. La reproduction sexuée, elle fait intervenir des gamètes issus d'une méiose et elle fait intervenir une fécondation qui va réunir ces gamètes. Chez les plantes à fleurs, il y a un problème, c'est la rencontre du partenaire qui est impossible puisque les plantes sont fixées. On va donc voir dans cette vidéo comment les plantes à fleurs se reproduisent de manière sexuée. Et l'appareil reproducteur des végétaux, c'est la fleur. On va donc s'intéresser à la fleur pour comprendre son organisation et son développement. Et pour cela, on va regarder une vidéo de dissection de fleurs que Madame Autier nous a préparée. C'est parti.
Voilà, c'est fini pour la dissection de la fleur. Donc là, dans la vidéo, on a fait une dissection de fleurs qu'on appelle la fleur de lys. Certaines fleurs sont construites un petit peu différemment, avec par exemple plus d'étamines. Mais en tout cas, toutes les fleurs auront pour point commun d'avoir 4 couronnes de pièces florales de l'extérieur vers l'intérieur. Il s'agit des sépales, des pétales, des étamines et du pistil. On va nous maintenant apprendre à faire un croquis d'une fleur que vous pourrez recopier dans le cours. C'est un croquis que vous pourriez faire dans une synthèse le jour du bac pour illustrer votre propos. Alors comment fait-on un croquis de fleurs? Regardez, on va la faire ensemble pas à pas. Alors je commence simplement mon schéma en dessinant le pistil dans lequel ici je n'ai mis qu'un seul ovule. Je fais ensuite une légende propre dans laquelle je montre que le pistil est constitué au sommet par le stigmate, le style. La partie renflée du pistil s'appelle l'ovaire et à l'intérieur j'ai donc mis ici un seul ovule. Je poursuis le croquis en mettant les étamines, avec une légende qui montre qu'une étamine est constituée par une antère et un filet. Je continue avec les sépales et le pédoncule, puis les pétales, et je vais maintenant faire une légende qui montre que dans une fleur, certaines pièces sont stériles, c'est le cas des pétales, des sépales et du pédoncule qui apparaissent en noir, alors qu'en rouge, le pistil, c'est l'appareil reproducteur femelle, et en bleu, l'appareil reproducteur mâle avec les étamines, dont les anthères produisent le pollen qui renferme les gamètes mâles. Voilà comment faire un croquis d'une coupe de fleurs. On sait donc maintenant comment s'organise une fleur. On va maintenant se demander comment se met en place cette organisation de la fleur. Pour cela, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la fleur provient d'une petite structure que l'on appelle un bourgeon floral. Un bourgeon floral, c'est un petit amas tout petit de cellules qui va petit à petit grossir, et les cellules qui le constituent vont se différencier en sépales, ou en pétales, ou en étamines, ou en pistils. On va donc se demander comment les cellules se différencient en l'une de ces pièces florales. Pour cela, les scientifiques utilisent une plante qui est un modèle en biologie. Cette plante s'appelle l'arabette des dames. La voilà. L'arabette des dames sauvage, c'est-à-dire sans mutation, présente une fleur assez classique, c'est-à-dire une couronne de sépales, des pétales, des étamines et un pistil. Mais il existe des mutants de l'arabette des dames, des mutants au niveau des fleurs, et c'est en étudiant ces mutants que l'on a compris comment se mettait en place l'organisation de la fleur depuis le bourgeon. Regardons quels sont ces mutants. Alors ici, vous retrouvez encore une fois la fleur normale de l'arabette des dames. Le premier mutant que l'on voit au niveau de la fleur, il est ici, il s'appelle pistillata. Regardez le diagramme floral, il nous montre que les pétales sont remplacés par des sépales. Il y a aussi un problème au niveau des étamines, puisqu'elles sont remplacées par les carpelles. Les carpelles, je rappelle, ce sont les sous-unités de l'ovaire du pistil. Le troisième mutant de l'arabette des dames s'appelle Apétala 2. On constate que la fleur présente seulement 3 couronnes de pièces florales. On voit des sépales, des étamines et des carpelles. On constate que la mutation entraîne la disparition des pétales. Petite information supplémentaire, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Apétala 2 a des sépales qui sont anormaux. Par exemple, il peut y avoir des stigmates à leur sommet ou encore des ovules sur leur bord. Dernier mutant de l'arabette, c'est le mutant qui s'appelle Agamus, chez lequel il n'y a plus d'organes reproducteurs, on voit seulement une succession de sépales et de pétales. On vient donc de mettre en évidence 3 phénotypes de fleurs mutantes dont l'organisation est modifiée. Cette différence de l'organisation est en lien avec certaines mutations qui affectent des gènes que l'on appelle des gènes du développement. Ces gènes peuvent être classés en 3 groupes qui correspondent aux 3 phénotypes de fleurs mutantes. On a les gènes du groupe A, les gènes du groupe B et les gènes du groupe C. Avant que l'on aille plus loin, il est fondamental que vous gardiez ce schéma en tête, c'est-à-dire l'organisation d'une fleur. Au centre, on va trouver les carpelles du pistil, autour les étamines, puis les pétales,
et enfin les sépales. Retenez également que cette organisation, elle s'explique par ce qui se passe lorsque le bourgeon floral est en croissance. Au centre du bourgeon, les cellules vont exprimer certains gènes qui vont permettre de différencier ces cellules en carpelles. Autour, les gènes qui sont exprimés vont permettre la formation des étamines. Vers la périphérie, on aura les gènes qui permettront l'apparition des pétales, et en périphérie, les gènes qui permettent l'expression des sépales. Petite parenthèse, sur cette photo de bourgeon floral, les sépales ont été enlevés pour mieux repérer les autres pièces florales qui sont en construction. Alors, ça veut dire que certains gènes, A, B ou C, ont subi des mutations pour expliquer les phénotypes des mutants. On va donc utiliser un logiciel de comparaison des séquences nucléotidiques pour comparer les gènes de classe A, B et C chez nos mutants par rapport aux témoins. Tout à l'heure, je vous ai dit que 3 groupes de gènes intervenaient dans la mise en place de l'organisation florale. Des gènes de groupe A, on parle aussi de classe A, des gènes de classe B et des gènes de classe C. On va comparer un gène de classe A pour les 4 types de fleurs, la fleur normale et les 3 mutants. Voici le résultat de cette comparaison. On constate que les mutants Pistillata et Agamus n'ont aucune mutation dans le gène de classe A. Il n'y a que le mutant Apetala2 qui a une mutation dans ce gène. Or, le mutant Apetala2, il a des sépales qui sont anormaux et il n'a pas de pétales. Donc, quand je compare cela aux témoins, je peux dire que le gène de classe A, il est fondamental pour la mise en place des sépales et des pétales. Je peux continuer maintenant en comparant ce qui se passe pour le gène de classe B. Donc je compare la séquence nucléotidique des gènes de classe B des 4 types de fleurs et on constate comme tout à l'heure qu'il n'y a qu'une seule mutation qui apparaît chez le mutant qui s'appelle Pistillata. Les mutants Apetala2 et Agamus n'ont pas de mutation du gène de classe B. Je peux donc comparer le mutant Pistillata à mon témoin, ma fleur normale. On constate que Pistillata a un problème au niveau des pétales et des étamines, pas le témoin. On en déduit que le gène de classe B permet la mise en place des pétales et des étamines. Pour terminer, on va faire le même raisonnement avec un troisième gène, c'est un gène de classe C. On constate une mutation chez un seul mutant, c'est chez le mutant Agamus. Or, le mutant Agamus n'a pas d'étamine, pas de pistil. En le comparant au témoin, on peut donc déduire que le gène de classe C permet la mise en place des étamines et des carpelles de pistil. On va résumer nos déductions sous la forme d'un schéma. Ici, vous retrouvez donc le diagramme floral de la fleur classique de la rabette des dames, au niveau duquel j'ai mis une couleur pour chaque couronne de pièces florales. Je vais moi ici grossir juste cette zone qui est là, pour retrouver les 4 couronnes de pièces florales qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, les sépales, les pétales, les étamines, les carpelles. Vous avez dû comprendre que dans certaines régions de la fleur en développement, certains gènes s'expriment, ce qui va faire apparaître telle couronne de pièces florales. Par exemple, quand on a travaillé sur le mutant Apetala, on a vu qu'il y avait les gènes de classe A qui intervenaient pour former les sépales. On a vu également 2 mutants qui avaient des problèmes dans les pétales. Il s'agissait du mutant Apetala qui avait une mutation du gène de classe A et aussi du mutant Pistillata qui lui avait une mutation du gène B. Conclusion, pour que les pétales se forment, il faut que les gènes de classe A et B s'expriment dans la même région. Les étamines, pour qu'elles se forment, il faut qu'interviennent les gènes de classe B et C. Ceci a été déduit de l'observation du mutant Pistillata, mais aussi du mutant Agamus. Le mutant Agamus qui a permis aussi de montrer que les carpelles apparaissaient dans la région dans laquelle s'expriment seulement les gènes de classe C. Vous comprenez donc par exemple
que dans une région d'un bourgeon floral dans laquelle s'expriment à la fois les gènes B et C, j'aurai donc des étamines. Ceci, je peux le résumer sous cette forme qui est là. On a donc compris que l'étude de ces mutants permet de proposer un modèle de contrôle génétique de l'organisation florale, c'est ce qu'on appelle le modèle ABC. Voilà, on vient donc de voir que c'est la régionalisation de l'expression des gènes de classe ABC qui, chez la fleur en développement, va permettre l'apparition des différentes couronnes de pièces florales qu'on appelle aussi les verticilles. Et ces gènes du développement sont fondamentaux dans la mise en place du plan d'organisation de la fleur. Donc là, si on essaye de prendre un peu de recul, on a mis en évidence un nouveau point commun entre les animaux et les végétaux, c'est la présence de gènes du développement qui, dans les deux cas, sont fondamentaux dans la mise en place des plans d'organisation. Voilà, on en a fini avec cette vidéo qui nous parlait de la fleur. On verra dans la vidéo suivante comment la fleur se transforme en fruit. À bientôt.